Travailler, c'est bon, mais le faire dans les conditions optimales, c'est mieux. Pour y arriver, une seule solution. Les bâtisseurs. Les bâtisseurs, une radioscopie du monde du travail. Les bâtisseurs, pour passer au scanner les contours juridiques de toutes les professions. Les bâtisseurs, c'est tous les lundis, 19h30. Les bâtisseurs, une émission de la CRTV Ouest, conduite par Célestin John. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la station régionale de radiodiffusion CRTV Ouest, bonsoir et bon après-midi. Bienvenue à votre émission Les Bâtisseurs. L'édition de ce jour est consacrée aux organisations de la société civile. La célébration de la Journée mondiale des ONG le 27 février nous a permis de nous rapprocher de l'ONG J. Amos Take Care International. L'entretien mené avec le coordonnateur de cette structure, Monsieur Guéna Herman, président du conseil d'administration de J. Amos Take Care International, coordonnateur national. De mieux comprendre les organisations non gouvernementales, leur rôle, leur fonctionnement, leurs sources de financement et, pourquoi pas, les missions de développement que ces structures mènent au quotidien dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, tout en respectant le cadre juridique de ces organisations dans le contexte camerounais. Le décor ainsi planté, retrouvons-nous après cette respiration musicale. Bon après-midi et bienvenue à l'émission Les Bâtisseurs. Tout d'abord, présentez-nous votre organisation. Oui, notre organisation, c'est J. Amos Take Care International. Quel est le rôle que vous jouez au quotidien dans la recherche du bien-être des populations? Notre rôle, c'est la mobilisation communautaire pour le développement. Alors, la loi a prévu un certain nombre de canevas pour les ONG dans le pays. Vous, particulièrement, votre organisation fonctionne sur quelle base? Nous fonctionnons sur la base de cette loi 90 et nous œuvrons aux côtés du gouvernement, aux côtés de l'État pour adresser et apporter des réponses aux populations. Quel est votre domaine de compétence? Bref, votre structure œuvre dans quel secteur d'activité? Pour le développement, par exemple, nous avons aligné nos objectifs à la politique SND 30 de l'agenda 2035. Et par rapport à ça, nous avons des objectifs qui vont dans l'axe de la santé communautaire, dans l'axe de l'alphabétisation, dans l'axe du développement durable à travers des ressources environnementales qu'il faut préserver. Nous avons des projections dans la protection, dans la reconstruction de l'état civil des personnes déplacées internes qui ont tout perdu. Nous avons également une très bonne adresse du côté des activités génératrices des revenus parce qu'une personne qui économiquement n'est pas stable ne peut pas contribuer au développement du pays. Voilà à peu près quelques axes sur lesquels nous travaillons au quotidien. Votre vision, c'est libérer le prisonnier. Concrètement, à quoi renvoie ce concept? Et quels sont les objectifs poursuivis par votre organisation? C'est une vision qui est globale et qui est même, d'abord, elle est camerounaise, mais elle est mondiale, pour dire qu'un homme qui n'est pas enseigné, qui n'est pas éduqué, qui n'a pas la connaissance, est un prisonnier. Et les prisons ici se manifestent dans beaucoup de domaines, parce que nous travaillons pour briser le cercle vicieux de la pauvreté, qui est une prison. Cette prison, elle peut être culturelle, et elle débouche sur des violences qui retournent pour tout détruire. Elle peut être une prison même physique, c'est-à-dire on a commis des délits parce qu'on était ignorant. On s'est retrouvé en Congo par exemple. Les prisonniers, il faut des programmes pour les recycler. Ça peut être une prison religieuse quand la religion devient une violence.
elle devient encore une forme de discrimination plus violente que ce qu'on cherchait. Il faut qu'on puisse atténuer cela et qu'on puisse amener les gens à se comprendre et à s'accepter. La prison, elle peut être une prison éducative. Nous avons travaillé dans des zones, par exemple, où les déplacés internes se sont retrouvés abandonnés parce qu'ils fuyaient. Et là-bas, ils n'ont pas d'éducation. Les enfants ne vont pas à l'école depuis des années. Plus tard, si nous ne faisons rien et si nous n'apportons pas des plaidoyers positifs pour amener le gouvernement à se pencher sur leurs questions, ces enfants qui grandissent en dehors de la société vont devenir encore une forme de prison qui va ramener l'échelle de développement à reculer. Oui, il y a cet arrêté ministériel qui recadrait les ONG par rapport au financement. Vous, par exemple, votre organisation, quelles sont vos sources de financement? Nos sources de financement vont par échelle. La première échelle qui est autorisée par la loi 90, c'est d'abord les cotisations des membres. Donc nous avons été formalisés le 23 novembre 2018 et jusqu'à ce qu'on se retrouve en septembre 2023, nous avons fonctionné sur fonds propres, donc avec des ressources que les membres mettaient ensemble pour adresser les questions de développement. Ensuite, nous avons aussi développé en interne des activités AGR dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine de l'agriculture, et nous avons mis ensemble pour acquérir des champs dans le Noun où nous faisons l'agriculture pour donner une partie dans les orphelinats, une autre partie nous revendons pour soutenir nos activités et l'autre partie, les membres peuvent aussi recevoir un peu pour les amener à sentir qu'ils sont motivés. Il y a cet aspect, mais il y a également l'aide qui vient des partenaires de développement comme la GIZ avec qui nous avons travaillé dans la question de déplacés internes à partir de septembre 2023. Pendant 2 ans, nous avons été avec eux dans le cadre du projet PESOP et avec eux, ils soutiennent également les activités. Ils ont donné un peu d'argent pour les activités. Aujourd'hui, nous avons, grâce à eux, reçu des formations, reçu la méthodologie, comment aborder les organisations internationales et nous avons pu devenir également partenaires d'implémentation des activités UNESCO dont nous sommes aux Nations Unies. L'activité que nous sommes en train de mener à la place des fêtes, c'est une activité soutenue par les Nations Unies qui mettent à notre disposition des ressources pour faire cela. Donc les ressources des organisations, ça vient des partenaires internationaux, on ne peut pas refuser ça. Ça vient également de l'effort des membres et de l'effort de l'organisation. Le projet sur lequel nous sommes axés maintenant, qui est le plus grand projet interne, s'appelle le village humanitaire de Mawen, qui concerne les arrondissements de Fumbot et de Masangam et 3 localités, Maripa, Mawen et Makeka. C'est une adresse pour réussir à créer un village écologique pour les déplacés internes parce qu'on les a trouvés là-bas dans cette forêt et faire de telle manière que l'objectif SND 30 du gouvernement soit appliqué également à ce niveau-là. Donc voilà les combats et les financements qu'une organisation comme la nôtre a droit. Donc nous sommes encore là dans le cadre légal, ce n'est pas un financement illicite. Vous organisez une série d'activités pendant cette semaine. Alors dites-nous en quoi consistent ces activités et quelle est la cible? Oui, donc nous avons fait par exemple un TDR qui a été appuyé par UNESCO. Et par rapport à ce TDR, nous avons démarré à Babajou, qui est la zone tampon entre le nord-ouest et la partie verte où nous sommes, et où les déplacés internes chutent dès qu'ils quittent le territoire du nord-ouest parce qu'ils fuient les violences relatives au conflit. Là-bas, nous avons organisé, nous avons travaillé sur une thématique qui est d'actualité, les messages de haine dans les médias, et comment est-ce que les jeunes de la communauté IDP et autres peuvent construire les messages de paix et déconstruire cette dynamique médiatique qui est en train de prendre l'ampleur dans notre pays. C'est également la même adresse que nous avons ici à Bafoussam aujourd'hui, c'est-à-dire quelle est l'attitude des jeunes face aux messages de haine qui sont distillés dans les médias, même dans Facebook et tous les médias sociaux, et comment est-ce qu'ils vont partir de cette éducation que nous allons donner pour construire ensemble les messages de paix. Et le lycée bilingue de Bafoussam est convié, le lycée classique de Bafoussam est également convié avec une autre pépinière de jeunes pour réussir ensemble à construire un bloc qui ira maintenant encore multiplier le message chez leurs jeunes frères. Et dans le Noun, nous étions à Makeka toujours pour cette semaine. Et à Makeka, ce que nous avons fait là-bas, c'était de mobiliser la population IDP, jeunes de toutes les tranches d'âge, pour travailler par rapport à la citoyenneté mondiale de l'UNESCO. Parce que l'UNESCO a un thème dans le programme PBF
qui est un thème qui leur tient beaucoup à cœur. Comment ramener la paix par le côté culturel et comment justement amener les gens à se sentir citoyens du monde. Comment est-ce que le jeune qui est au fin fond de Makeka peut ressentir qu'il n'est pas différent du jeune qui est à New York, qui est à Paris. Et c'est ça, de telle manière, si un enfant venait à voyager le Bafoussam, il arrive au Tchad, qu'il ne se sente pas comme une personne qui est égarée. Donc, la population a reçu le message que nous avons apporté. Ils ont renvoyé maintenant en termes de besoins, ce qui est comme une entrave à ce qu'ils se sentent comme citoyens pleinement camerounais d'abord, ensuite citoyens du monde, parce qu'ils ont mis ça en deux échelles. Comme au niveau du pays, on se sent rejeté, et maintenant au niveau mondial, c'est alors grave. Nous serons à Mawen, toujours dans le Noun, sur le site de notre village humanitaire, et nous allons terminer cette semaine à Maripa, toujours avec la même thématique de la citoyenneté mondiale de l'UNESCO. Alors, dites-nous concrètement, vous avez évoqué tout à l'heure la montée des discours de haine, le repli identitaire et tout. Qu'est-ce qui justifie le fait que plus d'un demi-siècle après les indépendances, on assiste encore à ces phénomènes? Et pratiquement, nous sommes en une année électorale. Selon vous, qu'est-ce qui justifie ce phénomène et qu'est-ce que votre organisation fait au quotidien pour renforcer le sentiment national et l'appartenance à une seule patrie? Ça, c'est une très bonne question. Nous avons travaillé dessus plusieurs fois. Au départ, on pensait que l'adresse était une adresse économique. Et on se disait qu'on peut, avec la question économique, résoudre un problème de vivre ensemble. Justement, même dans les petits incubateurs où nous sommes en train de maturer maintenant, on se rend compte que même si on met le bien public au milieu, qui est comme une coopérative, et on met des personnes d'origine différente, ils n'arrivent pas à développer la cohésion sociale qu'on attendait. Maintenant, nous sommes retournés dans des thématiques plus profondes parce que cette question économique, nous la voyons arriver peut-être dans le tertiaire. Et nous sommes rentrés à la base même dans la dimension culturelle. Et c'est où nous avons rencontré le partenaire UNESCO qui trouve que, ensemble avec nous, que la difficulté est une difficulté d'abord, premièrement, elle est culturelle. Donc, ce qui amène les gens à se rejeter, c'est parce qu'on est dans un choc de culture. Et dans le choc de culture, le Cameroun est un ensemble de plus de 200 ethnies où si on ne fait pas attention, des gens, les ethnies vont vivre dans des poches fermées. Et dans ces poches fermées, ils vont développer le repli identitaire. Même quand on aura mis l'argent, ça ne va pas résoudre le problème parce que il faut qu'il y ait des fractures, il faut qu'il y ait des ouvertures, il faut que les cultures se parlent. Donc maintenant, ce ne sont même plus des gens qui doivent se parler, ce sont les cultures qui doivent se parler. C'est pourquoi, depuis le mois de novembre, nous sommes sur une dynamique qui est d'abord culturelle. Donc amener les peuples à s'asseoir ensemble, nous l'avons fait avec le discours le 8 février, avec le dialogue interculturel pour la transmission et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à la mairie de Foumbot, où on a convié les déplacés internes et autres de la commune de Mbouda, ceux de Massangam et ceux de Foumbot, pour les faire asseoir ensemble et pour qu'ils trouvent des solutions qui sont des solutions durables. La difficulté que nous avons aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on n'a pas pris le temps pour beaucoup s'asseoir ensemble. Nous sommes arrivés nous sommes encore un très jeune État, même si on regarde que les années sont passées. Les années sont passées, mais c'est la colonisation. C'est encore le colon qui tenait les ficelles. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires. C'est nous qui avons les ONG. Les ONG ne sont plus aujourd'hui les ONG internationales qui viennent directement agir sur le terrain. Même quand une ONG internationale veut agir sur le terrain, elle passe par un partenaire d'implémentation qui est local. Maintenant, dans cette question locale, il faut qu'on puisse voir comment est-ce que nous percevons nous-mêmes les difficultés de chez nous. Il s'agit de développer des solutions endogènes où nous sommes nous-mêmes partie prise. Ce n'est plus la solution qu'on a développée aux Nations Unies, on vient nous imposer, ou en France, ou en Allemagne, on vient nous imposer. Non, des solutions partent de nous. La question culturelle, elle part de nous, elle est adressée par nous. Moi, je me dis que si on se concentre d'abord sur comment ouvrir les cultures, que les cultures se parlent et s'acceptent, cette question de violence et de rejet-là sera une affaire résolue parce que les Camerounais, en fait, ne sont même pas tribalistes. Il y a encore quelques personnes seulement qui résistent et qui cherchent à manipuler la masse avec des messages de haine. C'est difficile de trouver une famille qui est encore restée une famille totalement dans le repli identitaire. Les familles aujourd'hui sont ouvertes. Moi qui parle chez ma maman, on trouve les nordistes, mais sont épousés les nordistes, on épousé les gens du littoral. Donc il y a chez nous, c'est comme un brassage culturel. Donc si je vais dire aujourd'hui qu'il fait le repli identitaire, ce serait par rapport à
auquel de mes neveux. Donc les neveux m'ont regardé que tonton c'est devenu comment? Si toutes les familles étaient ainsi, si on favorisait les mariages et les brassages culturels, on ne serait plus dans cette dynamique. Ça ferait même honte aux gens, aujourd'hui dans ce pays, de porter encore des messages de haine. Donc, encourageons que les gens se marient, encourageons les cultures, encourageons qu'on se mélange, encourageons qu'on puisse devenir un même peuple. Parce que jusqu'à présent, il y a encore des poches de résistance. Et je pense que la question du mariage, qui est un événement culturel, est une très bonne adresse pour ce type de problème. Les problèmes, les difficultés sont inhérentes à la vie. Alors, votre organisation, quelles sont les difficultés que vous avez au quotidien? La plus grande difficulté que nous avons, c'est la difficulté des ressources humaines. Parce qu'on dit, oui, les organisations, la société civile naissent et ils doivent rassembler les gens qui partagent la même cause. Mais au départ, on perçoit, ils n'ont pas les moyens pour le faire. Et nous sommes dans un monde où l'économie est en train de prendre le dessus sur tout. Les gens vont vous dire, par exemple, si je suis votre cause là, le soir, est-ce que c'est cette cause qui va réchauffer la marmite chez moi? Et puis, ils ne vont pas adhérer. Donc, amener des personnes de conviction à mettre leur attention dans ce qu'on fait, c'est la plus grosse difficulté que nous avons. On n'a pas de ressources humaines. Des personnes intellectuelles qui pouvaient donner un coup de main n'entrent pas dans cette dynamique de recrutement. Dans l'humanitaire? Oui, dans l'humanitaire. L'humanitaire, c'est comme si c'était la chose des autres. C'est comme si c'était les Blancs qui peuvent faire dans l'humanité. Et c'est comme si c'était également un endroit pour se cacher et manger l'argent tranquille. Donc ça fait que les gens ont connu l'humanitaire au Cameroun à travers les organisations comme GIZ, Plan International, ONU, UNESCO. Et on a vu des humanitaires avec des grosses voitures qui avaient de gros moyens. Et nous ne regardons pas quelle est l'histoire. Même Prisonniers sans frontières, beaucoup ne lisent pas pour voir comment cela a commencé en Occident. Il faut toujours un déclenchement endogène où des personnes réfléchissent sur les problèmes de la société, se mobilisent 2-3 personnes et disent ok, on peut résoudre ce problème ensemble. Et ils commencent donc à développer et les autres viennent adhérer. Or, ceux qui doivent adhérer là, ils ne veulent pas adhérer. Et même quand ils adhèrent, ils sont là pour regarder où est-ce que la caisse, l'organisation se trouve. Si après 2 ou 3 mois, ils n'ont pas vu où la caisse se trouve, ils ne sont plus intéressés. Donc la plus grande question est la question des ressources humaines. Beaucoup ne sont plus des personnes de conviction. Or, il faut être des personnes de très forte conviction pour aller dans la forêt, aider les gens qui souffrent là-bas. Pour prendre son propre argent, mettre dans une cotisation humanitaire et dire on va aller faire les dons à l'orphelinat. Ce n'est pas tous les jours que cela peut arriver à frapper dans le cœur. Donc c'est une culture qu'on doit encore faire chez nous pour amener les gens à aimer les organismes de bienfaisance. Ce n'est pas encore cela. Voici la magie. Voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. Voici la magie. Voici la magie. La vraie magie, c'est le travail. Travail, mon ami. La vraie magie, c'est quoi? C'est quoi? La vraie magie, c'est le travail. Comment? Mwakapene nyete nchoki mbadalamo. Mwakapene nyete nchoki. Chame. Mwakapene nyete nchoki mbadalamo. Mwakapene nyete nchoki. Mwachapene lowo. Bekafina chokobo. Mwakale chonyambi pene lile dalamo. Yeche moshe ile mopemba. Ile mope. La samba lata. Kafina walatabo. Nyakeva nyabate patila dalamo. Yeche moshe ile mopemba. Ile mope. Regarde-toi bien, mon cher ami. Pendant que tu Oui, vous qui êtes dans le domaine de l'humanitaire, quel est le regard que vous portez? Quelle est la lecture que vous faites des organisations non gouvernementales? Oui, bon, si je veux regarder cela de manière très très froide, parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui pour mobiliser, elle vient justement de ce problème dont on parle. Le débat le plus récent était qu'on puisse arriver à dire que les organisations ont eu beaucoup d'argent, le volume d'activité n'est pas conséquent, est réduit. Et c'est vrai, ce volume d'activité est réduit. Pourquoi? Parce que plusieurs ne sont pas dans ces organisations pour aider. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont un problème avec l'humanité, avec des valeurs. Les valeurs, ils sont les valeurs du blanc.
Et c'est quelque chose qui est très, très ancré chez nous, même jusqu'aux postes les plus insoupçonnés de l'échelle des organisations internationales. Donc, quand le blanc s'est retiré, lui qui venait aider, ceux qui occupaient le fauteuil du blanc, ce sont nos frères. Et nos frères ne sont pas prêts à faire exécuter les thèmes de référence d'une activité avec le financement qui correspond. La corruption dont on parle, nous sommes en train de grimper dans l'échelle, en train de grimper dans les scores. C'est une corruption aujourd'hui qui a gangréné, et même les églises, qui a gangréné les organisations non gouvernementales, donc elle est installée partout. Et qu'elle est installée partout, c'est normal qu'on arrive à dire que les gens des financements illicites, parce qu'on voit seulement qu'ils ont reçu 1 milliard. On regarde les activités n'atteignent pas les activités de 100 000 francs. Mais le 1 milliard, est-ce qu'on a donné ces 1 milliard pour qu'ils fassent l'activité de 1 milliard? Dès ceux qui devaient valider les 1 milliard, on dit retournez-nous 980 combien de millions. Ils ont retourné et puis... C'est une forme de blanchiment? C'est pas une forme de blanchiment, c'est la chèvre du chef. Et la chèvre du chef, c'est une mentalité, elle est culturelle chez nous. Et on n'a pas encore réussi à trouver des réponses à ce qu'on appelle la chèvre du chef. Parce qu'un développement, ce qu'on appelle la corruption ailleurs, chez nous passe pour être une affaire normale. Et que l'homme là, il veut prospérer seul, il ne m'a pas appelé. Donc, ce phénomène, les gens ne veulent pas dire la vérité. On ne veut pas se regarder en face pour dire que le milliard qu'on cherche et qu'on ne voit pas là, on a attaché tellement de chèvres au chef que l'argent qu'on devait aller faire une volume d'activité a chuté. C'est pourquoi l'argent ne correspond pas au volume d'activité. Et quand une organisation veut faire des activités qui correspondent à exactement ce qu'ils ont prévu, ils doivent faire ça avec des ressources internes. Parce que vos ressources internes vous permettent d'être autonomes. Les organisations doivent avoir des sources de financement qui sont endogènes. Et ça permet que ces manipulations de on a pris là-bas, il faut aussi d'abord saluer tel, il faut aller saluer tel, même quand il faut signer un papier, il faut déposer tant. Il n'y a rien qui se fait gratuitement dans notre pays. Et on ne voit pas que l'enveloppe qu'on avait donnée de 10 000 francs pour faire l'activité est devenue à la fin 500 francs. Et puis quand il va falloir remplir, le grand boss va venir dire que mais comment vous avez reçu 10 000 et votre activité, une activité de 500 francs? Voilà. Il y a beaucoup de pesanteurs. Il y a des pesanteurs administratifs, des pesanteurs. Aujourd'hui, même les impôts veulent taxer et faire payer l'activité humanitaire. Donc, ceux qui sont venus aider, on voudrait leur dire que même pour aider là, vous allez payer des taxes pour aider. Pourtant, c'est contraire à la loi. C'est totalement contraire à la loi. Mais on est en train d'aller dans cette direction-là, qu'il faut attacher les chèvres et même attacher les chèvres de l'homme des impôts. Ça fait que à un moment donné, les gens se demandent pourquoi est-ce que je dois m'ancrer dans cette affaire? Pourquoi je dois continuer à porter ce signal? Si à tous les niveaux, personne n'arrive à croire à ce qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce qu'on regarde les organisations internationales comme des personnes qui ont trop d'argent? Alors que là-bas, on ne peut même pas utiliser 10 francs sans avoir justifié. Donc voilà à quel niveau se trouve cette barrière qui amène ce scandale public dans le village. S'il vous était demandé d'adresser un plaidoyer en direction des mécènes, des partenaires et même des pouvoirs publics pour assainir le secteur, que leur diriez-vous? Moi, je dirais par exemple que, premièrement, qu'on puisse nettoyer nos champs humanitaires, les organisations internationales humanitaires chez nous. C'est devenu aujourd'hui pléthorique. Et dans ce côté pléthorique, que l'État soit assez regardant sur ce qu'on reçoit et le volume d'activité qui est développé par rapport à ça, qu'il y ait des mécanismes pour contrôler ça. Que si tel a reçu de l'argent, qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Parce que ceux qui reçoivent de l'argent n'ont même pas les bâtiments, ils n'ont même pas les locaux. Ils les reçoivent dans leur sac, dans leur mallette, et ils finissent par résoudre tout ça dans le sac. Donc il n'y a même pas un endroit où on peut les identifier, mais c'est à eux qu'on a pourtant envoyé de l'argent. Et ça devient quelque chose qui ressemble au blanchiment d'argent, parce qu'il y a des capitaux qui circulent, mais on n'arrive pas à voir en termes d'activité concrète qu'est-ce qui est fait pour les populations. Là, c'est un premier plaidoyer, donc de faire un nettoyage. Dans le deuxième plaidoyer, c'est pendant que l'État est en train de créer des possibilités pour les communes, qu'on puisse également créer des sous-rubriques où on prélève quelque chose, on garde les organisations locales qui font dans l'action publique. Et que les mécanismes pour accéder à cette action publique ne soient pas aussi hermétiques. Parce que parfois, on vous demande, dans la formalisation des papiers, on vous demande de produire votre acte de naissance quand vous n'êtes pas encore né. Voilà les choses qu'on fait chez nous. Et ça s'est fait comme ça depuis.
on n'arrive pas à savoir que cette affaire qu'on a déposée, c'est pour amener les gens à entrer dans le canal de la corruption, parce qu'on vous demande une documentation qui ne correspond même pas à vous. Que le type de papier soit simplifié et que cette barrière que l'État a placée aujourd'hui pour empêcher aux organisateurs de la société civile locale de pouvoir communiquer jusqu'à l'international soit un peu assouplie. Parce que ce qu'on demande, par exemple, à une organisation de la société civile locale pour être érigée en ONG, c'est encore tout un autre combat. Or, ce combat n'existait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est devenu tout un autre combat. Et même quand le dossier est monté, il arrive à un niveau, il disparaît, vous ne savez pas où le dossier est. Vous partez au ministère, on n'arrive pas à vous dire on a pour votre dossier. Donc, cette lourdeur administrative au niveau de l'administration territoriale, et la décentralisation, qu'on puisse arranger ça. Que les sectoriels puissent nous soutenir dans ce que nous faisons et qu'il y ait des facilités, qu'il y ait même un dialogue entre les ONG et les acteurs locaux et les sectoriels impliqués dans ce développement. Et que ce soit un dialogue franc qui amène à trouver des solutions durables. Un message à la population pour vous faire confiance et pourquoi pas bénéficier de l'assistance que vous leur offrez. La population n'a presque jamais eu de difficultés avec les organisations de la société civile, sauf peut-être les organisations qui ne sont pas sérieuses. Donc, ils nous reçoivent toujours à bras ouverts quand nous venons, parce que nous venons avec des choses concrètes. Et quand on a fini de traverser les bureaux et ce qu'on a eu dans le panier pour eux, quand on vient déposer, ils prennent ça avec action de grâce. Donc, je demanderai à la population de continuer à être réceptive et que la mentalité individualiste qui nous caractérise aujourd'hui, qu'elle soit un peu plus assouplie. Parce que les projets communautaires, nous les portons depuis un certain temps. En Bouddha, par exemple, nous piétinons aujourd'hui dans la construction d'une ferme communautaire pour les déplacés internes dans le programme PESOP. Il y a un sérieux problème de cohésion sociale où nous avons dû mobiliser aujourd'hui toutes les forces vives de Bouddha pour venir tenir ce projet. Beaucoup ont reçu des correspondances pour dire venez financer, venez aider, venez déposer votre pierre pour que nos frères qui ont fui la guerre hier et sont retrouvés au milieu de nous et qui ont tout perdu, qu'ils aient avec quoi ils peuvent faire une activité d'élevage et pouvoir soutenir leurs enfants à faire l'école. Le chef de Bamesenge a donné par exemple une parcelle de terrain aux déplacés internes. Plusieurs se sont déjà mis ensemble pour creuser la fondation, qu'on puisse monter les murs et créer une ferme moderne qui sera un peu comme une forme de trophée qu'on va montrer aux générations qui arrivent pour dire voyez ce que les hommes et les femmes de Bouddha se sont mis ensemble et ils ont fait sur le territoire de Bamesenge pour les déplacés internes. Voilà par exemple le genre de symbiose que nous voulons voir la population impliquée ensemble avec nous. On ne peut pas porter le développement communautaire en termes pour envoyer sur les sectoriels gouvernementaux ou bien pour envoyer sur les ONG seulement ou bien pour envoyer sur la population exclusivement. C'est l'ensemble de ces composants-là qui apportent quelque chose de positif. Et aujourd'hui, nous sommes dans le village planétaire pour dire les frontières n'existent plus. Même nos frères qui sont à l'étranger et qui vont recevoir ce message, qui puissent nous venir en aide, qui nous contactent, qui puissent même écrire J'ai Amos Teke International sur la toile, ils vont avoir notre site et ça va leur permettre de pouvoir apporter leur contribution à ce que nous faisons. Oui, c'était donc Monsieur Guéna Herman, le président du conseil d'administration de J'ai Amos Teke International, coordinateur national du programme Village humanitaire de Mawen. Merci d'avoir accepté de participer à l'émission de Bâtisseurs sur les ondes de la station régionale de radiodiffusion CRTV Ouest. C'est à moi de vous remercier, M. Célestin. Travailler, c'est bon, mais le faire dans les conditions optimales, c'est mieux. Pour y arriver, une seule solution, les bâtisseurs.